Bonjour, on va continuer sur la décomposition polaire dans tous ses états. Je rappelle que la décomposition polaire, qu'on a vue précédemment, c'était qu'une matrice de GLN de R se décomposait de façon unique en une matrice orthogonale et une matrice symétrique définie positive, c'est-à-dire globalement un produit scalaire ou, autre interprétation, une matrice qui est diagonalisable avec des valeurs propres strictement positives et en base orthonormée. On a vu des interprétations, on va dire, verticales, c'est-à-dire on a vu ce qui se passait, quelle était la décomposition polaire du groupe orthogonal complexe, du groupe linéaire complexe, du groupe OPQ réel, etc. etc. C'est-à-dire que cette décomposition polaire, c'est pas juste pour un groupe, c'est-à-dire GLN de R, c'est pour plein de groupes. C'est-à-dire qu'en gros, elle va nous permettre de décomposer et donc de mieux analyser, d'aller plus en profondeur dans un groupe donné, un sous-groupe de GLN de R ou un sous-groupe de GLN de C. Ça, c'est déjà une chose intéressante. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est plutôt quelque chose d'horizontal, c'est-à-dire les différents états de la décomposition polaire dans d'autres théories, dans d'autres façons d'aborder les choses. Donc je vais proposer une interprétation géométrique, une interprétation dans le sens de l'optimisation, dans le monde de l'optimisation dans un espace métrique, et une interprétation topologique de la décomposition polaire. Et bon, à chaque fois, ça peut fournir une nouvelle preuve, et en tout cas, ça fournit toujours une nouvelle vision, une nouvelle approche de la décomposition polaire. Donc, commençons par la géométrie. On va considérer dans Rn la sphère, dans Rn euclidien, pour sa norme euclidienne standard, on va regarder la sphère de rayon 1. Et bon, au lieu de regarder les choses matriciellement, je vais la regarder avec des endomorphismes. Donc A de GLN de R, je fais correspondre à un endomorphisme, bon, en gros un automorphisme de Rn que j'appelle petit u dans la base canonique. Et je regarde U-1, puisque c'est inversible, de Sn-1. Ben, qu'est-ce que c'est? U-1 de Sn-1, ben, évidemment, ça va vérifier, comme U est linéaire, et que Sn-1 a une équation quadratique, eh bien, ici, on va avoir une équation quadratique. Donc, on va avoir ici une surface, une hypersurface, et cette hypersurface, que j'appelle donc E, ça va être l'ensemble des solutions d'une forme quadratique, des zéros d'une forme quadratique. Voilà. Eh bien, oui, mais cette forme quadratique, c'est pas n'importe quoi. Elle est issue de la forme quadratique canonique ici, c'est-à-dire le produit scalaire qui définit ici la sphère. Et en gros, ce que je veux dire, c'est qu'ici, topologiquement, ça va être compact, évidemment, puisque c'est l'image d'un compact par une application continue. Bon, une quadrique, qui est l'ensemble des zéros d'une forme quadratique, qui est compacte, bah, il se trouve que c'est un ellipsoïde. Donc, regardez en dimension 2, c'est une ellipse, et le théorème spectral nous assure qu'une ellipse a des axes de symétrie, comme ceci, qui sont orthogonaux. Ça vient du fait, justement, qu'une matrice symétrique réelle est diagonalisable en base orthonormée. Donc on a cette ellipse en dimension 2, et vous pouvez imaginer qu'en dimension quelconque, on a un ellipsoïde, donc une généralisation de ça, c'est-à-dire des axes orthonormés, et un objet comme ceci qui a cette symétrie. Donc on va appeler EI une base orthonormée qui engendre les axes de l'ellipsoïde, et on va dire que la longueur sur chaque axe, c'est 2 mu i. D'accord? Donc là, c'est le grand axe, si vous voulez, et le petit axe. C'est une généralisation en toute dimension du grand axe et du petit axe de l'ellipse. Bien. Maintenant, je vais définir S comme endomorphisme. Je vais le définir sur la base des EI, base orthonormée.
S de EI, c'est MUI moins 1 EI. Alors vous voyez que S est auto-adjointe, c'est-à-dire si on doit regarder sa matrice dans la base canonique de Rn, ben, comme elle est diagonalisable, comme vous le voyez, en base orthonormée en plus, donc c'est de la forme P, D, P-1, quand vous transposez, comme la matrice de passage est une matrice orthogonale, puisque c'est diagonalisable en base orthonormée, ben P-1 transposé, ça fait P, et là vous allez avoir P transposé qui fait P-1, et D transposé, ben c'est D, puisque D est diagonale. Donc ici, vous voyez que c'est stable par transposition, donc S est auto-adjoint. En gros, ça c'était juste pour vous rassurer que diagonalisable en base orthonormée, c'est auto-adjoint. Voilà. Et elle est de plus définie positive. Là, on le voit parce qu'il y a un théorème qui dit que si ces valeurs propres sont strictement positives, alors c'est bien défini positif. Voilà. Et les MUI, évidemment, comme c'était défini par des longueurs, les MUI sont tous strictement positifs. Bien. Et bien maintenant, quand je vais regarder S de E, de mon ellipsoïde, l'image directe, eh bien, ça fait que S de E, par construction, on va retrouver, puisque j'ai pris mu, là ici, vous avez votre mu I, bah, vous multipliez par mu I moins 1, bah, vous allez retrouver votre sphère. Donc S de U moins 1 de Sn moins 1, c'est Sn moins 1. Ce qui veut dire que S U-1, je devrais mettre S rond U-1, d'accord? Bon, ok, on a compris. Eh bien, ça respecte la sphère, et respecter la sphère, ça revient à être un objet orthogonal, puisqu'on respecte la norme. Puisqu'on respecte la sphère, par linéarité, on respecte la norme, et comme on respecte la norme, on est un endomorphisme orthogonal. Voilà, donc SU-1 appartient à ON, ce qui veut dire maintenant que je peux écrire U égale SU-1 moins 1 S. Vous voyez, on simplifie par S, et puis il reste U, hein, évidemment, ça c'est évident. Et ici, SU-1 est dans ON, l'inverse est aussi dans ON, puisque ON est un groupe, fois S, et on retrouve notre décomposition polaire. Donc voilà une version, on va dire, géométrique, en utilisant des ellipsoïdes, de la décomposition polaire. En gros, c'est que le théorème spectral assure un ellipsoïde d'avoir des axes de symétrie orthonormés, et donc à partir desquels on peut retrouver la sphère en renormalisant. Voilà, alors maintenant on va passer à l'interprétation, optimisation dans un espace métrique. Oui, rappelez-vous de la décomposition polaire dans C étoile, puisqu'il faut quelque chose d'inversible. Vous avez Z, alors ça ce serait le plan complexe, Z un complexe, ça c'est le cercle unité, ça c'est 0, θ c'est l'argument de Z, eh bien Z égale ρ EIθ, qu'est-ce que c'est que EIθ? C'est ce type-là, d'accord? Voilà Z et voilà EIθ. Voilà. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez bien que EIθ, c'est le complexe le plus proche de Z qui a la contrainte de se retrouver sur le cercle unité. Une espèce de projection sur un compact strictement convexe. Bien. Alors ça, c'est intéressant. On va essayer de généraliser. En effet, on va prendre l'espace vectoriel des matrices, Mn de R, muni de sa norme quadratique. Donc la norme quadratique, d'accord, j'écris sa norme au carré, hein, n de m. J'aime mieux, comme ça, j'écris pas de racine carrée. N de m, c'est la somme des mij au carré, pour tous les ij. Hein, les mij, c'est donc les coordonnées, hein, de la matrice. Bien. Il est fondamental de savoir écrire cette norme comme une trace. C'est la trace de M transposé M. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux minimiser la distance entre... Alors ici, j'aurai finalement à la place de Z, j'aurai une matrice A. Ici, à la place de mon EIθ, je vais avoir M. Pour l'instant, je ne sais pas encore que c'est O,
mais j'impose que la distance ici soit minimale, alors que M appartient à ON. Voilà. Donc voilà, bon, c'est des choses qui se disent aussi avec les extrémaliés, les multiplicateurs de Lagrange, mais on va faire autrement. Donc allons-y. Il faut minimiser la distance, et donc la distance, c'est la norme de, finalement, la différence. Donc la trace de A moins M t fois A moins M, voilà, on regarde cette trace, et il faut minimiser ça. Alors, le côté pratique avec la trace, c'est sa symétrie, c'est que ça définit une forme symétrique. Avec le produit, on va pouvoir dire des choses. Regardez, vous avez trace, quand vous allez développer ça, vous allez avoir trace de A transposé A. Il va y avoir trace de A transposé M, moins, avec le signe moins, et la trace de M transposé A, toujours avec le signe moins, mais ça c'est égal, parce que la trace d'une matrice est égale à la trace de la transposée. Donc il va y avoir moins 2 fois la trace de A transposé M. Et puis vous allez développer ici M transposé M, mais M transposé M, c'est l'identité, puisque M est dans ON, et donc la trace de l'identité, ça fait M. Donc vous voyez que ici, vous avez ça qui est fixé au départ par A, ici, vous avez ça qui est fixé par la dimension, donc il faut minimiser juste ça. Mais ça veut dire qu'il faut rendre maximal trace de A transposé M. Donc c'est ça qu'on va faire. On va rendre maximale cette trace-là. Donc, A, je vais montrer en fait que le M, c'est exactement le O de OS. Donc je vais écrire trace de A transposé M. Je vais écrire A égale OS. Donc quand je vais transposer A, ben, je vais avoir la transposée de S, mais ça c'est S, et la transposée de O, et ça c'est O-1, parce que O est orthogonal. Donc il faut que je rende maximale la trace de S O-1 M. S est diagonalisable en base orthonormée, donc c'est trace de P, D, la diagonale, P-1, O-1, M. Maintenant, je vais passer le P de l'autre côté, puisque la trace de AB est égale à la trace de BA. Ça, c'est très pratique. Donc ici, je vais avoir la trace de D fois N, avec N, ça va être P-1, O-1, M et P. Alors vous remarquerez que M est dans le groupe orthogonal, O est dans le groupe orthogonal, P, comme c'est une matrice de passage de base orthonormée, c'est dans le groupe orthogonal. Donc tout ça, comme le groupe orthogonal, comme son nom l'indique, c'est un groupe, N est dans ON. Donc je regarde la trace de DN et je veux la rendre maximale, sachant que D, c'est une diagonale des lambda I, avec des lambda I positifs, lambda II ou lambda I, je peux mettre lambda I, fois une matrice N qui, elle, est orthogonale, avec des coefficients NIJ. Donc la trace de Dn, c'est la somme des lambda I NII. Mais, évidemment, les NII, comme ça c'est une matrice orthogonale, ils sont tous, c'est des réels inférieurs ou égaux à 1. Et ici, on a lambda I qui est positif. Ce qui veut dire que ça, c'est inférieur toujours à la somme des lambda I, c'est-à-dire la trace de D, ou la trace de S si vous préférez, parce que les lambda I sont positifs et que les NII sont inférieurs ou égaux à 1. Et le max va être atteint quand quand NII est égal à 1. Mais étant donné que c'est des matrices orthogonales, donc les colonnes sont de norme 1, si vous avez un 1 quelque part, tout le reste c'est 0. Parce que ça y est, vous avez joué tous vos jetons dans la norme. Et donc la matrice N, c'est juste la matrice identité. Parce que le reste, c'est que des zéros. Voilà. Donc ça veut dire que le max est atteint pour N égale l'identité, c'est-à-dire P-1, O-1, M, P égale l'identité. Quand vous passez P et P-1 de l'autre côté, ça fait O-1, M égale l'identité. Et donc ça fait M égale O. C'était ça qu'il fallait démontrer. Alors, peut-être que vous remarquerez au passage que si A est dans GLN de R, cette décomposition est unique, mais on ne s'est pas servi du fait que A était dans GLN de R, ici. On s'est servi juste du fait que A est dans Mn de R.
Ce qui veut dire que si A n'est pas inversible, alors il y a plusieurs décompositions polaires, ça on le sait, mais toutes ces décompositions polaires correspondent à un endroit où la distance est minimale. Regardez par exemple, ici, qu'est-ce qui se passe dans C? Dans C, vous voyez que la décomposition polaire de 0, on prend quelque chose de non inversible dans C, donc il n'y en a qu'un, c'est 0. La décomposition polaire de 0, c'est ρ égale 0, et EIθ, un quartier libre. Ça peut être n'importe quel θ. Oui, vous voyez bien que ici, la distance est minimale pour tous les θ. Donc ce que je dis, c'est que si A est une matrice de Mn de R et possède une décomposition polaire au S, donc qui n'est plus unique, donc c'est plus une décomposition, entre parenthèses, une vraie décomposition en tout cas, alors O minimise forcément, est une des matrices qui minimise la distance entre A et O, sachant que O est dans le groupe orthogonal. Voilà, je pense que j'ai déjà assez dit sur l'optimisation. Maintenant, on va passer, je trouve que c'est le plus joli, la partie topologique. Alors allons-y pour l'interprétation topologique qui va nous amener vers un fleuron de la topologie algébrique, la notion de fibré. On a GLN de R qui agit par congruence sur l'espace vectoriel des matrices symétriques. C'est-à-dire que je vais avoir une application de GLN croix Sn dans Sn qui au couple AS associe AS à transposer. Ça correspond en gros, à transposition près, à un changement de base dans la forme bilinéaire associée à S. Et j'affirme que Sn++, justement, qui est une partie de Sn, donc ce sont les matrices symétriques définies positives, celles qui définissent finalement ce qu'on appelle des produits scalaires, eh bien c'est l'orbite de In. Bon, normalement tout le monde doit le savoir, c'est-à-dire que Sn++, c'est l'ensemble des A transposé A, où A décrit GLN de R. Mais je vais le démontrer. Vous avez une inclusion comme ceci. Si on a une matrice de cette forme-là, elle est définie positive, elle va définir une forme bilinéaire symétrique, évidemment symétrique, parce que ça c'est symétrique, et définie positive, parce que si x est différent de 0, je fais x A transposé A, x, eh bien je peux passer le A de l'autre côté, ça fait AX, AX, et comme A est inversible, et que x est non nul, AX est non nul, et ça définit un réel strictement positif. Bien, l'inclusion inverse, si on sait que x, Sx, ça définit un produit scalaire, donc quelque chose de symétrique défini positif, c'est exactement ça, S est dans Sn++, alors le procédé de Gram-Schmidt nous dit qu'il y a une base orthonormée. Dire qu'il y a une base orthonormée, ça veut dire que S se diagonalise en quelque sorte pour la congruence, et dans la nouvelle base, on va avoir l'identité qui correspond exactement à l'idée qu'on se fait d'une base orthonormée, d'un produit scalaire dans une base orthonormée. Puisqu'on va avoir que des 1 pour les normes, et les produits scalaires de EI, EJ, ça fait 0. Donc ça fait bien l'identité. Donc, modulo changement de base, donc on a bien S égale P transposé INP. Et c'est bien ce qu'on voulait. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que GLN de R s'envoyait surjectivement sur Sn++ par A donne A transposé. Voilà. Bon, que ce soit A transposé A ou A transposé, c'est la même chose. Donc voilà. On a ceci. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que GLN de R agit sur Sn, et vous avez l'orbite de l'identité, c'est Sn++. Donc vous avez une application qui a A donne A identité A transposé, dont l'image, ça va être justement l'orbite. Et maintenant, il faut regarder le stabilisateur. Le stabilisateur d'un élément. On va prendre évidemment l'élément particulier de forme normale IN. Le stabilisateur de IN, c'est l'ensemble des matrices telles que M transposé égale IN. Et ça, c'est le groupe orthogonal. Donc en gros, GLN de R quotienté par ON est en bijection. Bon, ça, c'est un théorème sur les actions de groupe qu'il faut bien connaître.
avec Sn++. Mais pour des raisons topologiques qu'on peut voir dans le chapitre 2 de Nouvelle histoire hédoniste de groupe et de géométrie, eh bien, ceci, c'est un homéomorphisme. Voilà. Et on va avoir ce qu'on appelle un fibré en groupe, c'est-à-dire une application qui est surjective, de base Sn++, voilà, et tel que pour tout élément de la base, la pré-image ici, eh bien c'est une classe modulo ON. Voilà. C'est en tout cas homéomorphe à ON. Et on sait que c'est localement, ce truc-là, est localement trivialisable. C'est-à-dire que si on prend f-1 pour un certain ouvert, il existe un ouvert en quelque sorte de chaque point ici, tel que f-1 de U est homéomorphe à ON croix U. Voilà. Mais le problème avec les fibrés, c'est de savoir s'ils sont globalement, si c'est des fibrés triviaux, c'est-à-dire s'ils sont globalement trivialisables. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste l'application qui a OS donne S, vous voyez? Avec là, ici, c'est homéomorphe à ON croix Sn++. C'est-à-dire, vous voyez, qu'on veut passer, comme souvent en mathématiques, du local au global. Alors, juste pour, comme ça, hein, vous avez R sur Z qui est homéomorphe à S1. Vous avez envie de passer de l'autre côté, ce Z. Vous voyez, ce groupe Z, vous avez envie de dire, est-ce que R est homéomorphe, donc du coup, à Z croix S1, comme on a l'habitude de faire avec les opérations. Bon, ben non, en général, non. Donc, effectivement, localement, vous avez votre droite R qui s'enroule comme ceci, hein, on peut l'imaginer s'enrouler sur le cercle, et quand on va avoir, je prends du rouge, quand on va avoir ici un ouvert suffisamment petit, hein, eh bien ici, l'image réciproque, quand ça s'enroule, ça va être des petites choses comme ceci, voilà, hein, voilà. Vous le voyez bien, hein, d'accord? Donc ça va être un Z croix cet ouvert. Donc localement, oui, c'est trivialisable. Mais évidemment, ce n'est pas globalement trivialisable. C'est-à-dire que R n'est pas homéomorphe à Z croix S1, puisque ça, c'est connexe, et ça ne l'est pas, hein, puisque Z n'est pas connexe. Bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remarque que Sn++, c'est un convexe, on l'avait dit hein, précédemment, dans la première vidéo. Ici, vous avez un convexe. Ben oui, parce que l'idée d'être défini positif, c'est convexe presque par définition. Hein. Et donc, c'est un espace contractile, c'est-à-dire que vous avez une homotopie de cet espace vers un point, quand c'est convexe, vous pouvez tout ramener en un point de façon continue. Et sur un espace contractile, un fibré est trivialisable. Alors, trivialisable, ça ne veut pas dire que c'est facile de le trivialiser, mais on sait qu'on peut le faire. Voilà. Et donc, GLN de R est homéomorphe à ON croix Sn++. Voilà. Bon, vous n'avez peut-être pas compris la fin, tous, parce que ça, c'est pas vraiment du programme général de master, mais peut-être que ça vous aura sensibilisé à la notion de fibré, et sur cette notion que si A sur B égale C, est-ce que A est égal à B fois C? Et ça, c'est quand même intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout petit, et tout d'un coup, on l'a avec des groupes agissants, et on peut se poser cette question. Ben voilà, l'idée, c'est d'avoir un espace contractile, et là, on est sûr que ça marche. Et c'est un des fleurons de la topologie algébrique d'analyser ces choses-là et de regarder quelles sont les obstructions à avoir un fibré trivialisable. Voilà, on va s'arrêter là. C'était la décomposition polaire dans tous ses états.